même dans puissant par le politique. Coco, Léo, Ibéléo. Oh, Ibéléo, Coco, Ibéléo. Politique, politique. J'espère que ça va bien chez tout le monde. Partagez la vidéo, c'est très important. Ça va bien chez tout le monde, j'espère. Dembélé Adams, c'est un très bon thème. Merci. On est ensemble. Partagez la vidéo. Yo, politique métier. Ne vois-tu pas tous ces veillants à cause de toi? Politique, politique métier. Ne vois-tu pas tous ces veillants à cause de toi? Voyons Angola, voyons Somalie, voyons Algérie, tous ces pays à cause Achi Assa, bonsoir mon frère. Situation dramatique. Voyons au Rwanda tous ces pays à cause de toi. Oh, Léo, Ibéléo. Laurent Kwame, bonsoir mon frère. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien chez tout le monde. Vous avez mes salutations les plus sincères. Bon, je pense que on sera obligé d'interrompre la vidéo. Je dis la vidéo, la chanson, pour aller droit au but. Donc, je vous prie juste de m'accorder 1 minute pour qu'on puisse débattre ensemble. Voilà, on puisse commencer. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour ce petit bout de temps que vous m'accordez. Demain, week-end, hein, donc le week-end commence même, ça a déjà commencé. Donc, ne craignez rien. On peut rester en ligne pendant longtemps. Voilà, ne soyez pas pressés. On peut rester en ligne pendant longtemps. Donc, accordez-moi 1 minute et on commence. Alors, ce soir, je dis que deviendra Soro Guillaume après sa traîtrise envers son excellence monsieur Laurent Gbagbo et son excellence monsieur Alassane Ouattara. Que deviendra Soro Guillaume dans le futur? Ça, c'est le premier thème. Maintenant, le second thème, thème numéro 2. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a-t-elle pas la volonté de sortir du franc CFA? Et puisque la Guinée équatoriale vient de sortir du franc CFA, pourquoi pas nous? Donc, on va développer ces deux thèmes, le franc CFA et l'avenir de Guillaume Soro concernant la politique ivoiro-ivoirienne. Donc, ce sont ces deux thèmes que nous allons développer aujourd'hui. Voilà, donc connectez-vous, on va en parler ensemble. Parce que c'est très important d'en parler. C'est très important d'entamer ce côté-là. Donc, je vous aime tous et toutes. J'espère que tout le monde aussi va bien. Ne soyez pas fâchés. Les thèmes qui fâchent, je comprends. Mais en dehors de ces thèmes, on va aborder d'autres thèmes. Hein. On va profiter pour aborder d'autres thèmes. C'est très important parce que j'avais voulu développer un petit facteur du côté de nos forces militaires. Voilà, je voulais développer ça parce que quelqu'un m'a soufflé à l'oreille. Ce que les gens ils font ici, pourquoi ils ont une bonne armée ici. Donc, je voulais aussi exposer cette petite connaissance au grand jour pour le bien-être d'une armée forte ivoirienne. C'est très important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy compris. Voilà, donc nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la situation de Guillaume Soro. Alors, nous savons que Guillaume Soro a été un élève ivoirien qui a milité aussi au sein de l'école ivoirienne. Voilà, donc
il était dans un groupe appelé la FECI. Maintenant, il n'est plus là-dedans. Il est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais étant dans la FECI, il a milité beaucoup. Et pendant qu'il était au sein de la FECI, il militait pour son excellence, M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui incarcéré à la CPI. Donc, il faisait partie du clan de Laurent Gbagbo. Lui et son petit Blé Goudé, les deux étaient les amis de Gbagbo et les amis du FPI. Mais malheureusement, une fois que Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a mal tourné. Soro Guillaume étant fâché, a décidé de s'éloigner de Laurent Gbagbo. Et plus tard, 2 ans après ou 4 ans après, nous avons vu un Soro Guillaume qui a pris les armes, qui est devenu rebelle. Parce que quand la rébellion commençait, il n'était pas présent. Voilà, c'est en 2004 que Soro Guillaume a décidé d'être le porte-parole des rebelles en Côte d'Ivoire. Et en 2007, il est devenu le premier ministre de la Côte d'Ivoire, voilà, du côté de son excellence, M. Laurent Gbagbo. Et voilà, en 2010-2011, il a aussi à nouveau devenu encore un chef rebelle en donnant des ordres aux rebelles. Donc ça, c'est la première traîtrise envers Laurent Gbagbo. Voilà, parce qu'en 2004, il s'est retrouvé avec les rebelles, sachant bel et bien qu'il était un ami de Laurent Gbagbo depuis les universités de Côte d'Ivoire, depuis la FECI. Et Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, il a pris les armes contre, voilà, son ami d'hier, comme contre son vieux père d'hier, contre son père d'hier. Et ça a mal tourné. Son ami aujourd'hui et son père Gbagbo sont aujourd'hui en prison. Blé et Laurent Gbagbo sont aujourd'hui en prison et c'est regrettable. Soro Guillaume, en 2010-2011, il a pris les armes pour les combattre encore à nouveau. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Et malheureusement, ces morts ne vont plus revenir en vie. Et le peu qui est resté, on remercie le bon Dieu de ne pas avoir donné la chance à tous ces rebelles dans le but d'assassiner tout le peuple ivoirien. Donc on remercie le bon Dieu parce qu'il a accordé une petite chance à la population ivoirienne. Et il reste voilà, beaucoup d'Ivoiriens qui sont encore là, qui peuvent encore réfléchir et mener le combat sur place. Alors, en dehors de ça, Ouattara a pris le pouvoir. Soro Guillaume a soutenu Ouattara en prenant le pouvoir. Ok, Ouattara a pris le pouvoir. Soro Guillaume aussi, il vient de faire un tapé d'eau à Alassane Dramane Ouattara. Sachez une seule chose, que Soro Guillaume se prépare pour les élections présidentielles de 2020. Donc, Soro Guillaume, il ne veut plus la coalition du RADP fondée par Ouattara parce que n'oublions pas que le RADP que nous avons connu en 2010 n'est plus le même puisque Henri Konan Bédié et d'autres personnes se sont retirées de ce RADP. Donc, ils ne reconnaissent plus le RADP qui est sur pied. Donc, le RADP qui a été constitué en ce moment a été mis sur pied par Alassane Dramane Ouattara. Et Soro Guillaume, il ne veut pas rester au sein de ce RADP. Non seulement, comme il est président de l'Assemblée nationale, il veut quand même rester auprès pour ne pas que les gens puissent le voir mal. Mais Soro Guillaume, en dehors de ça, il se prépare pour sa propre candidature aux élections présidentielles de 2020. Donc là encore, Soro Guillaume veut tourner la page d'Alassane Dramane Ouattara. Il a déjà tourné la page de Laurent Gbagbo. Il veut maintenant tourner celle de Alassane Dramane Ouattara. Alors, que deviendra Soro Guillaume? Puisque nous constatons sur le terrain que Soro Guillaume n'aura pas de chance pour pouvoir briguer la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas obtenir le bonheur de s'asseoir dans le fauteuil présidentiel de Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir? Après son échec aux élections présidentielles de 2020, est-ce que Ouattara peut encore, c'est-à-dire les membres du RADP, qui sont du côté du bloc de Ouattara, pourront encore avoir la confiance envers Soro pour dire Soro Guillaume vient parmi nous? Est-ce que le FPI peut encore avoir confiance à Guillaume Soro pour dire Guillaume Soro, comme tu étais avec nous avant, quand on menait le combat face à Bédié et face à Oufoué, comme tu étais l'un de nos bons petits, donc on vit encore à nouveau au sein du FPI. Est-ce que Henri Konan Bédié est prêt aujourd'hui à dire Soro Guillaume vient au sein du PDCI? Si Soro Guillaume a trahi tous ceux avec qui il avait travaillé dans le passé, ce n'est pas Henri Konan Bédié qui ne va pas trahir. Ce n'est pas Henri Konan Bédié à qui il va faire confiance à 100%. Ce n'est pas Henri Konan Bédié qui va garantir la confiance à 100% incontournable. Donc il y a un problème. Alors Soro Guillaume, est-ce que politiquement parlant, il n'est pas mort? Est-ce qu'il n'est pas en train de se faire égorger lui-même politiquement parlant? Est-ce qu'il peut encore avoir de l'avenir dans le futur en 2020? Voilà la question.
Donc, nous allons parler un peu, nous allons décortiquer l'avenir de Soro Guillaume. On va parler un peu de ça. Alors que deviendra Soro Guillaume après les élections présidentielles de 2020? Soro Guillaume il ne sera plus rien. Tout simplement, il deviendra un petit député au sein de la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas un autre leader politique qui va briguer la magistrature suprême de Côte d'Ivoire, qui va décider de nommer Soro Guillaume comme premier ministre ou bien un ministre de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume sera banni par tous les autres hommes politiques parce qu'ils savent qui il est. Alors tout simplement, comme il sera rejeté, la seule chance qu'il peut se donner, c'est d'aller se présenter à Fekese Doukou pour pouvoir devenir député de Fekese Doukou. Ou bien, il peut vouloir poser sa candidature à Bobo pour pouvoir devenir député d'Abobo. Tout simplement pour aussi siéger au sein de l'Assemblée nationale. Calculons ensemble. Voilà les élections. Pensons, imaginons, méditons. Disons-nous tout de suite que les élections sont en face de nous. Disons que demain, les gens y partent aux urnes. Le RADP qui est là, Centre Déchir, n'est plus solide. Le RADP n'est plus consolidé avec tous ses membres qui étaient là-dedans hier. En 2010, il y avait les anarchies communales, les trucs. Il y avait à tout cas beaucoup les bédiers et tout ça. Ils faisaient partie du bloc RADP. Maintenant, il y a beaucoup qui se sont retirés de ce RADP. Et donc, le RADP de Ouattara est affaibli. C'est pas Adjoumani qui peut renforcer le RADP. Adjoumani, il parle beaucoup, mais sur le terrain, il n'y a rien. Donc, il parle beaucoup, mais il n'y a rien sur le terrain. Et il ne peut pas changer les rapports de force sur le terrain. Alors, le RADP de Ouattara, aujourd'hui, ne peut pas gagner les élections en Côte d'Ivoire. Le RADP de Ouattara ne peut pas gagner les élections, même si le RADP de Ouattara parvenait à aller au deuxième tour, et que le PDCI échouait au premier tour, le PDCI, cette fois-ci, ne donnera plus sa voix au RADP de Ouattara. Si le RADP passait pour aller au deuxième tour, et que le PDCI échouait, et aussi le FPI partait au deuxième tour, le PDCI d'aujourd'hui que je vois là, va donner ses voix aux membres du FPI. Parce que le PDCI de Bédier, je ne vois plus Bédier donner ses voix encore à Ouattara. Puisqu'il y a une alliance qui est en train de se tisser. Les Gikaouis qui viennent embrasser Simone Gbagbo, les Bédiers qui envoient des gens pour croiser les membres du FPI, les membres du FPI aussi qui partent assister au meeting des membres du PDCI, je vois qu'il y a une alliance qui est en train de voir le jour. Et donc cette alliance, si jamais ils partaient aux élections, et que le PDCI restait au premier tour, et que le FPI partait au deuxième tour, plus le RADP de Ouattara, le PDCI donnerait ses voix aux membres du FPI. Et le RADP de Ouattara sera battu aux élections présidentielles du deuxième tour. Mais ça aussi, ce sont les rêves. Je ne vois pas le RADP de Ouattara aller jusqu'au deuxième tour. Aller au deuxième tour, c'est que vraiment, c'est une force politique. Mais malheureusement, il ne peut pas aller au deuxième tour. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, même dans le cas de Ouattara, les Ivoiriens sont déçus. Beaucoup ont vu leur maison cassée. Beaucoup, ils ont cassé la maison des gens. Beaucoup se sont vus sans toit. Beaucoup se sont vus trahis par le gouvernement de Ouattara. Et donc, ces gens, même au nord, en commençant par le nord jusqu'au sud, en commençant par l'est à l'ouest, beaucoup qui avaient fait confiance à Alassane Ouattara, aujourd'hui, ils sont déçus de la politique de Ouattara. Parce que Ouattara fait la politique des riches et non la politique des pauvres. Alors quand c'est comme ça, tous les pauvres qui avaient cru en Ouattara, pensant que Ouattara, une fois au pouvoir, il allait sauver les pauvres de la Côte d'Ivoire, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les riches deviennent riches, les pauvres deviennent pauvres. Alors ces pauvres qui se sont vus devenir encore plus pauvres, alors automatiquement, ils vont vouloir changer de cap. Et le changement de cap, ils vont faire quoi? Ils seront obligés, beaucoup vont vouloir s'allier derrière Soro Guillaume, je comprends. Ceux qui suivaient Ouattara, qui sont déçus de Ouattara, ils vont vouloir s'allier à Soro Guillaume. Ça, c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en dehors de là, beaucoup aussi vont vouloir s'allier aux membres du PDCI et il y aura quelques-uns, tellement ceux qui sont fâchés, qui n'avaient pas voté en 2010, qui ne voulaient pas, qui ne songeaient même pas voter, ils vont aller voter dans le but de changer la politique ivoiro-ivoirienne. Parce qu'ils vont se dire, on ne veut plus voir Ouattara au pouvoir. On ne veut plus voir le gouvernement de Ouattara au pouvoir. Cette fois-ci, on va aller voter. On va aller voter pour changer les données. Donc, beaucoup vont venir se faire enrôler pour aller voter dans le but de foutre
le RADP de Ouattara hors d'état de nuit. Alors, quand ça sera comme ça, le RPI aura des militants, c'est-à-dire il y aura beaucoup qui vont vouloir voter le RPI, beaucoup vont voter le PDCI, beaucoup vont voter Soro Diom, et Ouattara il sera écarté. Mais comme Soro Diom ne fait pas le poids, sachant bel et bien que Soro Diom n'ira pas au deuxième tour, c'est quelqu'un qui va chuter dès le premier tour. S'il a eu 10 points, 10%, c'est encore beaucoup. Mais Soro Diom ne va même pas atteindre les 10%. Il sera entre 5% ou 6%. Donc, il chutera dès le premier tour. Ouattara, le RADP de Ouattara sera dans les 20%, 21%, 24%. Eux, ils vont tomber au premier tour. Donc, ceux qui vont au deuxième tour, ça sera le FPI et le PDCI. Je dis bien le FPI et le PDCI. Voilà les deux grands partis politiques qui iront au deuxième tour. Maintenant, si c'est ça le cas, le PDCI et le FPI partent au deuxième tour. Problème, parce qu'il y a un danger. Si c'est ça le cas, je pense que le RADP de Ouattara sera obligé de donner ses voix à Henri Konan Bédié, puisqu'il y a les Adjoumani qui vont vouloir donner leur voix à Henri Konan Bédié. N'oublions pas qu'il est toujours membre du PDCI. Et il y a aussi des membres du PDCI qui font partie toujours du RADP, qui jouent dans les deux balances. Ils jouent tantôt dans PDCI sec et PDCI en groupe, appelé le RADP et le PDCI qui a un nom fixe, PDCI. Donc, ils jouent dans les deux tendances. Donc, si le PDCI de Bédié part au deuxième tour, plus le FPI, eux, ils seront obligés de donner leur voix à Bédié. Même s'ils donnaient leur voix à Bédié et le FPI plus le PDCI participaient aux élections du deuxième tour, alors là, il y a un problème, puisque le PDCI pourra gagner. Le PDCI pourra gagner et là, Soro Diom sera obligé de donner ses voix à Henri Konan Bédié. Même si Henri Konan Bédié gagnait, Henri Konan Bédié sera obligé de faire un gouvernement de coalition. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas oublier le FPI, parce que nous voyons déjà, Bédié est conscient que si c'était lui qui perdait, non, si c'est lui qui gagnait pour aller au deuxième tour et que le FPI tombait et que le RADP de Ouattara passait, le FPI allait toujours donner ses voix à Bédié. Donc Bédié, il ne va pas oublier, il sera obligé de donner, je dis bien de donner certains postes ministériels aux membres du FPI. Parce qu'il y a une coalition qui voit le jour. Bédié ne va pas vouloir gouverner seul. À moins que le FPI refuse de gouverner avec Bédié. Mais je vois mal Bédié parce que Soro lui a donné quelques voix. Bédié vouloir prendre Soro pour dire Soro, viens, tu vas devenir ministre. Bédié ne peut jamais faire ça. Au contraire, il va pourchasser Soro. Au contraire, il va vouloir mettre la justice derrière lui. Et ça, c'est clair. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contester. Donc, Soro, il ne faut pas rêver pour ne rien. Il ne faut pas rêver en disant que je vais donner mes voix à Bédié et comme ça, il va me protéger. Bédié ne te protégera pas. Tu iras en tôle. Je dis bien, Bédié ne va pas te protéger, tu iras en tôle. Donc, dans le sens au contraire, si le RADP de Ouattara passait pour aller au deuxième tour et le FPI passait et que le PDCI tombait dès le premier tour, alors le PDCI ne donnera pas ses voix à Ouattara. Il sera obligé de donner ses voix aux membres du FPI parce qu'ils veulent changer de cap. Ils veulent changer la nouvelle politique ivoirienne. Donc, voici un peu le problème. Qu'est-ce que Soro Diom va devenir? Il ne va rien devenir. Dans le futur, Soro Diom sera rejeté par tout le monde. Côté PDCI va le rejeter. RADP va rejeter Soro parce que, n'oublions pas, si jamais Soro déclare sa candidature aux élections présidentielles, et que cela affaiblit le RADP de Ouattara parce que, n'oublions pas, Soro aussi, s'il pose sa candidature, il va voler des militants au sein du RADP de Ouattara. Il y aura des militants qui avaient soutenu Ouattara avant, qui vont vouloir soutenir Soro. Donc, ça va diminuer le nombre de pourcentages du RADP. Et si ça diminue le nombre de pourcentages du RADP, ça ne va plus donner la force au RADP d'aller encore de l'avance. Donc, ça va faire que le RADP va chuter dès le premier tour. Alors, si le RADP chute au premier tour, ils auront des dents contre Soro. Ils vont dire que c'est Soro qui a fait qu'ils sont tombés au premier tour. Parce que si Soro n'avait pas participé aussi aux élections et qu'il restait au sein du RADP, les militants qui allaient voter Soro, alors tous ces militants, ils allaient pouvoir donner leur voix au
candidat du RADP. Mais si Soro se retire, les militants seront partagés en deux parties, en deux blocs, c'est-à-dire bloc Soro, bloc candidat de Ouattara. Et là, ça va affaiblir le RADP. Alors du coup, les membres du RADP, ils vont voir Soro comme leur ennemi numéro un. Ils ne vont pas voir quelqu'un d'autre, ils vont dire Soro est un traître. Soro a trahi le RADP. Et là, Soro aura des tracasseries envers ses amis d'hier. Alors, il sera rejeté automatiquement par les membres du RADP. Et là, je ne vois pas le FPI demander à Soro de venir faire une coalition. Là où Simone Gbagbo est là, elle ne va pas accepter que Soro vienne au sein du FPI. Pendant qu'elle était en prison, oui, j'ai vu quelques-uns qui ont fait les yeux doux à Soro Diom pour dire qu'il faut l'utiliser pour combattre Ouattara. Mais là où Simone Gbagbo est là, elle ne peut jamais accepter que Soro vienne s'allier au FPI de Gbagbo. Jamais. Elle va le chasser loin, elle va dire va là-bas, va, je ne veux même pas te voir. Ah oui, même si elle fait la paix tout le monde avec Soro là, elle ne va plus jamais faire confiance à Soro. Elle ne peut jamais s'allier encore avec Soro. Donc Soro sera rejeté par le FPI. Bédier, je ne vois pas Bédier, parce qu'il y a des gens qui sont prudents. Les KKB sont là, ils connaissent Soro, ils savent qui est Soro. Ils vont dire à Bédier, il faut le chasser. Ce dernier-là, il ne faut même pas accepter qu'il s'approche de toi. Il ne faut même pas l'introduire dans le gouvernement. Et Bédier va dire, Soro, il faut aller très loin. Je n'ai pas besoin de toi. Alors, vers la fin, Soro, il va se retrouver seul au sein de la politique ivoirienne. Il ne fera plus le poids. Tout simplement, il va vouloir chercher un siège au sein de l'Assemblée nationale pour pouvoir devenir un petit député. Et il ne sera plus le président des députés en Côte d'Ivoire. Parce que ce poste, ils vont lui arracher ça. Et ça, c'est clair. S'il ne fait pas aussi attention, ils vont rejeter même sa candidature. Ils vont mettre la justice derrière lui pour dire Soro Diom, il y a la justice derrière toi. Donc, on ne peut pas accepter ta candidature aux futures élections législatives. Donc, Soro Diom va répondre de tes crimes. Alors, Soro Diom, il sera pris entre deux feux. C'est-à-dire, il sera dans un petit dilemme. Et une fois dans le dilemme, alors, Soro Diom va se démerder. Et ses militants vont se retrouver dans n'importe quel bord. Imaginez Soro Diom qui voulait tant la paix en Côte d'Ivoire, qui voulait utiliser le mot paix pour se faire une popularité. Mais voici les prisonniers qui sont sortis. Est-ce que Soro Diom a déjà pris le temps pour aller saluer l'un des prisonniers? L'un de ces prisonniers, Soro Diom ne l'a jamais fait. Donc vous comprenez déjà les démarches de Soro Diom. Quelqu'un qui prônait la paix, quelqu'un qui parlait de la paix, il n'est pas prêt en réalité pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il s'en fout de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Tout ce que Soro Diom voulait, il voulait utiliser ce mot paix, paix. Et il voulait blaguer aux Ivoiriens que non, c'est lui, Soro Diom, c'est pas lui. Les gens pouvaient passer pour obtenir cette paix en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, il n'était pas prêt pour la paix. C'était un petit double jeu qu'il voulait jouer. Malheureusement, son double jeu ne va pas réussir. Heureusement, les Ivoiriens ont vu qui est Soro. Alors, voilà le terrain. Simone Gbagbo a été libéré, Soro Diom n'a jamais pris ses pieds pour aller dire, bon Simone Gbagbo, tellement je veux la paix. Ça aussi, ça allait être un signe. Hein? Ça allait être un message fort pour dire, ah, Soro Diom qui a combattu cela, il a été le premier pour aller saluer truc Simone Gbagbo. Ou bien il a été le premier qui a pris rendez-vous avec Simone Gbagbo pour pouvoir lui tendre la main. Mais non, il ne va pas le faire parce qu'il n'est pas prêt pour la paix. De même que Ouattara, lui aussi n'est pas prêt pour la paix, il ne pourra jamais aller saluer Simone Gbagbo. Dominique Ouattara aussi, elle ne pourra jamais saluer Simone Gbagbo. Donc vous voyez déjà des gens qui tiennent des discours, mais dans les actes, ils ne sont pas normaux dans leurs actes. Parce que les discours sont là, mais les actes manquent. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc Soro Diom, qui voulait lui aller voir Laurent Gbagbo à la CPI, c'est-à-dire quelqu'un qui est situé à 7000 km, parce que quitter en Côte d'Ivoire jusqu'en Hollande, ça fait 7000 ou 8000 km. Tu voulais dépenser, prendre un avion pour aller le saluer là, aux Pays-Bas. Là, tu avais les moyens, là, tu étais motivé pour aller le saluer là-bas, à 7000 km ou bien 8000 km. Mais quelqu'un qui est proche de toi, c'est-à-dire, là, tu ne prends pas avion. Il te suffit de prendre un woro-woro. Je dis bien, même un petit vélo. Même si ce n'est pas un vélo, mais une bourrette. Tu peux monter là-dedans pour dire, Simone Gbagbo, vous habitez dans le même Cocody. Toi, tu habites à Makori Remblai. Non, non. Oui, Makori résidentiel. Soro Diom, tu habites à Makori résidentiel. Cocody, c'est tout près ici.
il y a un troisième point qui va maintenant à Cocody. Tu peux aller là-bas pour dire, ah Simone Gbagbo, je veux la paix. Et tu allais donner une image aux Ivoiriens et au monde entier que oui, réellement tu étais prêt pour la paix. Mais malheureusement, Soro Guillaume est dans son coin. Il n'a jamais voulu contacter Simone Gbagbo. Il n'a jamais voulu saluer Simone Gbagbo. Et même les autres ministres, les Lida Kwasi, les trucs, tous les ministres qui étaient en prison, Soro Guillaume n'a jamais cherché un chemin pour aller leur dire un petit bonjour. Les militaires qui viennent à peine de sortir hier, il n'a jamais cherché un petit chemin pour dire aux militaires Yako. Ça veut dire ce monsieur, il a gros sur le cœur. Il a encore la rancœur, la haine dans son cœur. Il n'est pas prêt pour la paix. Mais il voulait utiliser le mot paix pour lui faire sa propre image, pour vendre son image. Donc, il vendait son image aux Ivoiriens en prenant le nom des prisonniers pour se faire une image lumineuse devant sur la scène politique ivoirienne. Donc malheureusement, Soro Guillaume, ça a échoué. Ça a échoué et heureusement pour les Ivoiriens, ils ont compris qui tu es. Sorti, habité à Djamé. Bracodi, tu là. Toi, ta main. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes sorti. Donc, vous comprenez, Soro Diop, il voulait aller saluer Laurent Gbagbo qui est au loin là-bas, mais il n'est pas capable de saluer la femme de Gbagbo. Il n'est pas capable de saluer les amis de Gbagbo. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, vos analyses, quand vous voyez sur le terrain, vous constatez que Soro Diop, c'était un menteur. C'était un menteur. Si tu veux saluer Laurent Gbagbo pour faire de toi quelqu'un de paix, mais va saluer sa femme. Va saluer sa femme. Là, on saura que oui, Bayi Godo, Ayo Woody. Donc, on saura que oui, Soro Guillaume, il veut réellement la paix, mais non. Il est retranché dans son coin. Soro Guillaume, politiquement, tu es fini. Et donc, les Ivoiriens n'ont plus besoin de toi. Alors, dès que tu échoues en 2020, suite aux élections présidentielles, on ne veut pas parler. Tu as échoué, là, il faut reconnaître ta défaite. On ne veut pas encore voir Soro Guillaume qui va contester les résultats. Parce qu'on te voit venir. Tu ne vas pas vouloir perdre. Donc, pour légitimer sa rébellion, il va vouloir participer aux élections. Et là, il va dire, moi, Soro Guillaume, j'ai gagné. Et quand ils vont lui dire, non, tu as échoué, il va prendre les armes. N'oubliez pas, Soro Guillaume a encore des cargaisons d'armes. Il a caché des armes dans des forêts, dans des maisons et tout. Donc, on fait très attention envers Soro Guillaume. Parce que ce monsieur, comme il ne peut pas faire une rébellion comme ça, ça va se baser sur quoi? S'il fait une rébellion maintenant, ils vont dire, mais tu revendiques quoi? Pourquoi tu prends les armes? Donc, ça va être trop flagrant. Donc, il est obligé de participer au jeu électoral pour que par la suite, il puisse dire non, j'ai gagné. Et puis, on veut me voler ma victoire, alors je conteste les résultats. Il va appeler ses collègues militaires, les anciens combattants et autres pour prendre les armes et s'aimer la pagaille dans le pays. Soro Guillaume, nous te voyons venir. Alors, nous te demandons dès à présent que si jamais on te bat dans les urnes, il faut reconnaître ta défaite. Reconnaître ta défaite et prendre tes bagages pour aller dormir, à faire qu'est-ce du coup, car nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de troubles en Côte d'Ivoire, donc nous te prévenons en ce testant. Alors, laissons maintenant le cas Guillaume Soro, venons sur le franc CFA. Le franc CFA, nous accusons toujours la France, mais est-ce que réellement la France est le blocage de la sortie des Africains envers le franc CFA? Est-ce que la France nous bloque réellement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, en 2018. Nous ne sommes plus dans les années 60. Nous ne sommes plus dans les années 80. Nous ne sommes plus dans les années 90. Nous sommes en 2018. Au départ, les pays membres de la zone franc faisaient 19 pays. La Tunisie faisait partie, la Mauritanie faisait partie. Est-ce que vous comprenez? Le Cap-Vert et tout ça, il y avait plusieurs pays qui étaient membres du franc CFA. Beaucoup de pays se sont retirés. Je dis bien, beaucoup de pays ont décidé de quitter le franc CFA. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui n'a jamais voulu quitter le franc CFA. Il n'y a que le Sénégal, le Cameroun, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, le Gabon, et j'en passe. Il n'y a que le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina. Et ils sont nombreux. Ils ne veulent pas sortir du franc CFA. Mais je vais vous annoncer une nouvelle. Aujourd'hui,
le président de la Guinée équatoriale a décidé de mettre fin au franc CFA. Donc, le président de la Guinée équatoriale, à partir du début 2019, n'utilisera plus le franc CFA dans son pays. Il a déjà fait une autre monnaie guinéenne qu'on appelle le MAL. C'est ça le nom de la monnaie, la nouvelle monnaie guinéenne. Et ça va rentrer en vigueur dès début 2019. Mais est-ce que le fait de quitter dans le franc CFA, est-ce que la France a versé des bombes sur sa tête? Non, il n'y a pas eu de bombes en Guinée. Ils n'ont pas versé des bombes sur la tête du président guinéen. La France n'a pas dit comme tu sors du franc CFA, tu as battu monnaie, alors on va aller bombarder la Guinée. Mais il vient de sortir du franc CFA. Paul Biya, il demande aux Camerounais de lui donner une dernière chance pour qu'ils puissent leur donner cette chance en leur laissant un pays, un Cameroun, avec une monnaie indépendante. C'est-à-dire, Paul Biya, il veut sortir du franc CFA lors de son dernier mandat. Donc, il dit non qu'à lui accorder ça pour qu'ils puissent leur laisser le Cameroun avec une monnaie indépendante qui ne sera plus le franc CFA. Donc, les pays de l'Afrique centrale œuvrent déjà pour sortir du franc CFA. Celui de la Guinée a déjà fait le premier pas. Lui, il vient de sortir. Donc, en 2019, dès janvier, il aura une monnaie guinéenne sur place. Parce que cette monnaie est déjà prête. Elle est déjà prête. Il a déjà fait la monnaie. Donc, il veut mettre ça maintenant sur le marché et il a déjà annoncé ça. Que dès 2019, il n'aura plus de franc CFA en Guinée équatoriale. Le président cadien aussi, il veut sortir du franc CFA. Mais pourquoi nous, les pays de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, là, pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on n'a aucune vision de ça? Pourquoi toujours, quand on parle du franc CFA, d'autres disent que non, c'est une bonne monnaie. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, pourquoi ces deux pays refusent? Je comprends, le Sénégal peut refuser de sortir du franc CFA parce que le siège du franc CFA se trouve au Sénégal. Et donc, eux, ils trouvent que c'est normal, ils peuvent piller. Ah oui, parce qu'Africain n'est toujours pas cohérent, Africain peut piller. Donc, le Sénégal, le siège du franc CFA qui se trouve au Sénégal, je n'ai pas dit là où on bat la monnaie, mais la BCAO se trouve au Sénégal. Donc, eux, ils trouvent cela normal, puisque la banque est là-bas. Ça fait fonctionner les activités sénégalaises. Mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas un siège de la BCAO. Ce n'est pas là-bas, ça y est, le poumon de la BCAO n'est pas là-bas. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour quitter là-dedans? Sortons là-dedans. Si les autres, ils sortent là-dedans, là, ce n'est pas le ciel qui tombe sur la tête. Faisons un effort pour sortir de cette histoire de franc CFA. On veut parler d'une monnaie commune. J'aimerais vous dire une chose. La monnaie commune ne sera pas bien pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Voici mes arguments. Si jamais on sort d'une monnaie commune pour rentrer encore dans une monnaie commune, on n'est toujours pas indépendant. Le franc CFA a été une monnaie commune. Rien n'a avancé en Côte d'Ivoire. Rien n'a avancé dans les pays membres du franc CFA. Rien n'a avancé là-dedans. On veut sortir encore là-dedans pour faire encore une autre monnaie commune. Ça serait encore d'aller se faire suicider. Ce n'est pas bien. Faisons notre propre monnaie. Soyons indépendamment monétaires. Soyons indépendants sur le plan monétaire. Ne soyons pas affiliés à une monnaie unique africaine. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, en Europe, il y a d'autres pays même qui veulent sortir de l'Union européenne. D'autres pays même qui revendiquent leur propre monnaie, leur souveraineté, parce qu'ils trouvent que avec l'Union européenne, ça ne va pas. Et que Bruxelles prend les décisions au nom de leur pays. Et la politique de Bruxelles n'arrange pas beaucoup de pays européens. Donc, beaucoup pleurent. Les citoyens européens de chaque pays pleurent déjà que l'Union européenne n'est pas bien. Pendant que beaucoup veulent sortir de cette organisation, nous en Afrique, on veut créer une organisation. Les Américains, on peut comprendre parce que leur État là, les États-Unis, ça forme un seul État. Ils ont une seule monnaie unique. Là, ça passe. C'est comme si c'est un seul pays. Mais ici, là, en Europe, là, c'est plusieurs pays. Une monnaie, alors, cette monnaie est déloyale. C'est-à-dire, il y a des pays qui sont asphyxiés à cause de cette monnaie unique. Voilà la Grèce qui souffre, l'Italie qui souffre, l'Espagne qui souffre. Et il y a plusieurs pays qui souffrent à cause de cette monnaie déloyale. Et c'est ce qu'on veut faire en Afrique. Si on fait une monnaie unique africaine, il y aura des pays qui vont beaucoup souffrir. Et il y aura d'autres pays qui vont prospérer. Alors, ne faisons pas ça. Sachons bel et bien et voyons bel et bien que sur le terrain, la politique africaine est dominée
politique européenne. Est-ce que vous comprenez? Je vais argumenter pourquoi il ne faut pas avoir une monnaie commune. La politique africaine est dominée par celle de l'Europe. Ce sont les Européens qui dominent l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO. Ce sont les Européens qui prennent les décisions en nos noms. Ce sont eux qui financent nos organisations dites africaines ou bien CEDEAO. Ce sont ceux-là qui financent. Alors, il y a un problème. Si nous avons une monnaie commune, imaginons que la Côte d'Ivoire et les autres pays se mettent ensemble. Ils créent une banque centrale africaine. Et cette banque centrale africaine est là. Et tous les pays membres de la nouvelle monnaie africaine font un bloc pour créer cette monnaie. Et leur budget se trouve dans cette banque. Chaque pays va déléguer son expert en économie pour aller travailler dans cette banque. Donc, ils vont aller travailler dans cette banque. Mais sachez une belle chose, une seule chose. Les Européens, ils vont tout faire pour s'infiltrer dans cette banque. Est-ce que vous comprenez? Ils vont tout faire. Il y aura même des Africains qui seront les collabos des Européens pour s'infiltrer dans cette banque centrale africaine. Et ils vont peser sur ça. Sachant bien qu'ils dominent déjà la politique africaine. Si un pays africain qui fera partie de cette nouvelle monnaie, cette coalition africaine, qui va se retrouver dans une monnaie unique avec les autres pays, si ce pays fait une politique qui ne plaît pas à la France, et que la France met un embargo, et que la France sanctionne ce pays, la France automatiquement va s'en prendre à cette banque centrale pour dire, cette banque centrale n'a qu'à mettre fin au financement de ce pays. Alors, comme l'Europe a une influence sur le territoire africain, alors tout de suite, cette banque centrale va stopper le financement envers ce pays. Et ce pays va se retrouver en crise économique. Parce qu'ils vont donner l'ordre à cette banque centrale. Et ils vont menacer même ceux qui vont travailler dans cette banque centrale pour dire si vous n'exécutez pas nos ordres, alors on sera obligé de vous interdire de faire le commerce en dollars. Alors ils vont amener un message à Washington. Et les logiciels que nous utilisons en Afrique, ce sont des logiciels en dollars, voilà, américains. Ce sont des logiciels américains. Ce sont des logiciels américains. C'est-à-dire Google, Yahoo, Internet, tout ça, ce sont des logiciels américains. Donc, s'ils nous menacent, puisque l'Europe et les États-Unis, c'est la même chose, et que ce pays manque de respect aux pays européens, et que ce pays ne veut plus coopérer avec les pays européens, et que ce pays veut chercher un autre marché ailleurs, et que l'Occident est fâché, l'Occident va mettre un embargo, va mettre des sanctions. Et si ce pays en question ne veut pas respecter, ils vont amener ça à l'ONU, et ils vont mener ce problème, ils vont le mener dans le truc, ils vont prendre l'Amérique pour la mettre dans ce problème. Et une fois que l'Amérique est mise dans ce problème, alors l'Amérique à son tour va sanctionner et va interdire ce pays-là de faire ses transactions en dollars ou bien va menacer directement la Banque centrale africaine. Donc à cause de ce seul pays, tous les autres pays ne peuvent pas subir les sanctions américaines et européennes. Alors ils seront obligés de dire bon, nous là, on ne peut plus vous financer parce que nos parents nous ont demandé de ne pas vous financer. Si on continue, ils vont sanctionner cette banque centrale. Alors automatiquement, tous les pays africains, les autres pays africains, ils vont délaisser l'autre pays africain. Et ce pays africain va souffrir. Va souffrir. Oh, si tu as ton propre système bancaire, et que chaque pays a son système bancaire, et que l'Europe veut sanctionner ce pays parce que tu ne respectes plus la politique européenne, la politique européenne ne peut plus s'apprendre à une banque centrale africaine qui va donner l'ordre aux autres pays africains d'aller sanctionner l'autre. Et si ces pays africains ne veulent pas exécuter l'autre, ils vont sanctionner la banque en question pour dire, vous utilisez un logiciel de la manière, Washington a sanctionné les pays, comme la France. Pourquoi ils ont interdit la France de commercialiser avec l'Iran? Puisque la France utilise un système bancaire européen, américain qu'on appelle le SWIFT. Le SWIFT. Donc, c'est ça que nous utilisons aussi en Afrique. Donc, si nous menacent, on sera obligé d'exécuter leurs ordres. Or, si nous faisions individuellement, chaque pays a sa banque centrale au sein de sa capitale et contrôle son économie. Alors, l'Europe, si l'Europe menace,
si l'Amérique menace, tu seras obligé de changer de système. Tu vas prendre un autre système alternatif avec d'autres pays, de la manière l'Iran fait, de la manière la Turquie est en train de faire, de la manière la Chine fait, de la manière la Russie fait. Tu peux prendre un autre système alternatif pour commercialiser avec d'autres pays sans utiliser le système européen ou bien le système américain. Donc, automatiquement, les sanctions, tu contournes. Donc, leurs sanctions ne peuvent plus t'atteindre. Or, si nous avons une seule banque commune avec tous les pays africains, à cause de ce seul État africain, les autres pays africains ne vont pas vouloir sortir de ce système SWIFT pour prendre un autre système alternatif. Automatiquement, ils vont dire non, on peut pas. Donc, voilà, nous, on va exécuter les autres. On ne veut pas que nos économies se nuisent à cause de vous. À cause de vous. Donc, exécuter les autres. Ou bien, si vous ne voulez pas, nous, on vous sanctionne. Ils vont toujours respecter l'Occident. Et là, il y a un danger. Raison pour laquelle je ne veux pas que la Côte d'Ivoire sorte du franc CFA et se jeter encore dans les mains d'une autre économie globale africaine. Non, ce n'est pas bien. Ça encore, c'est de se faire jeter dans la gueule du lion. On sort du franc CFA, on bat notre propre monnaie. Est-ce que la Côte d'Ivoire est-elle incapable de battre sa propre monnaie? La Guinée, économiquement, qui est faible à sa propre monnaie. Le Ghana, mais qui était faible, a battu sa propre monnaie. La Guinée équatoriale, qui vient de sortir du franc CFA. Est-ce que les ressources guinéennes dépassent tant les ressources ivoiriennes? Mais nous avons assez de ressources. Si c'est l'or, mais on a l'or, le diamant, nous en avons. Si c'est dans tout, même le cacao, si on est indépendamment libre sur le plan économique, mais je pense que notre cacao, on peut vendre ça à qui on veut. Mais nous ne pouvons pas vendre seulement notre... Vous savez, les Anglais ont décidé d'aller acheter le cacao ivoirien directement dans les villages ivoiriens. Eux, ils sortent de l'Union européenne pour mieux négocier eux seuls. Parce que quand tu es dans une union, tu ne peux pas négocier tes choses seul. Tu n'es pas libre, tes mains ne sont pas libres. Tu es condamné à négocier à tant que des gens qui sont unis. Et le bénéfice, vous allez partager. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Or, si tu es libre, tu n'es pas dans une union, quelle que soit une union africaine ou bien européenne, tu es libre de mener ta propre politique. Tu es libre de signer avec tout le monde. Et donc, vous voyez, Theresa May qui part en Afrique, qui danse, c'est parce qu'elle ne fait plus partie de l'Union européenne. Donc, elle s'en va maintenant négocier elle seule pour les intérêts de l'Angleterre et non les intérêts de l'Union européenne. Parce qu'avant, tout ce qu'ils font là, ils devraient payer un quota pour l'Union européenne. Ils payaient, chaque pays payait. Et ça, c'est du gaspillage. Et l'argent qu'ils payent, ils donnent encore d'autres cadres qui ne font rien, qui ne foutent rien. Et ils prennent l'argent seulement, sans rien faire. Alors, cette Union africaine qu'on veut faire, non seulement il y a un président de l'Union africaine qui ne fait rien, qui ne fout rien, mais chaque État africain cotise l'argent pour payer ce président. Et ce président, il y a encore d'autres cadres qui entourent ce président. Il y a toute une équipe qui entoure ce président, une organisation qui est mise sur pied. Mais où on prend l'argent pour payer tous ces gens-là? Mais chaque État africain cotise pour payer ces gens-là. Mais l'argent qui cotise pour payer ces gens, et si on prenait cet argent pour investir ça dans notre propre pays, mais ça allait aider le peuple, alors c'est du gaspillage. Or, pourtant, ceux qui ont mis sur pied pour pouvoir travailler pour cette union, pour le bien-être de l'Afrique, ils ne font pas ça. Ils ne font rien. Ils ne valent rien. Ils font rien pour l'Afrique. Et comme l'argent manque, chaque maintenant État part individuellement pour prendre un crédit envers le FMI. Et quand on prend ces crédits, on est obligé encore de diviser cet argent pour financer l'Union européenne, l'Union africaine et la CEDEAO. Vous savez, on finance deux organisations. On finance l'Union africaine et la CEDEAO. Toutes ces deux organisations, nous les finançons. Mais ces deux organisations ne valent rien. Quand il y a une crise, ce sont les Européens qui viennent régler. Voilà au Mali. On était incapable de régler ça. Ce sont les Européens qui sont venus. Voilà en Centrafrique. L'Afrique en centrale. Ce sont encore les Européens. Aujourd'hui, ce sont les Russes. On sert à quoi?
Voilà la Somalie, on est incapable. Voilà le Soudan, on est incapable. Dans tout, on est incapable. Rien. Et puis on dit la CEDEAO, l'Union africaine, cette union-là est là pour faire quoi? Toujours, ils organisent des réunions. Mais les réunions qu'ils organisent, c'est encore de l'argent qui part. Et cet argent, toutes ces organisations-là, chaque État donne beaucoup d'argent. Ce sont des millions. Ce sont des millions. Et leur déplacement, là. Mais il y a un budget qui est à part pour l'Union africaine et pour la CEDEAO. Donc, c'est des pas qu'ils font avec le président et sa délégation. Le carburant, c'est le kérosène de l'avion et tout ce que le président doit manger et tout. Mais c'est nos États qui payent parce qu'il y a un budget spécial pour l'Union africaine et pour la CEDEAO. Mais cet argent, au lieu d'être dans une histoire d'union, qui n'apporte rien au continent. Pendant combien de temps nous sommes dans cette histoire d'union? Ça n'apporte rien. Alors il faut quitter dans ces unions. Chaque pays n'a qu'à se concentrer sur son budget national, sur sa monnaie nationale pour bâtir son pays. On doit faire de la compétitivité. C'est-à-dire entre les pays africains, chaque pays doit compétir pour se développer. Tu vois l'autre, tu dois dire non, je dois dépasser. Voilà le développement de l'autre. Et tu fais aussi pour toi. Et nous allons voir les résultats d'ici 15 ans, 20 ans. Mais tant qu'on sera dans cette histoire d'union, monnaie commune, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Parce que ces deux unions, ces deux organisations sont déjà infiltrées par les Européens. Ce sont eux qui dictent les règles. Même pour raisonner, pour prendre les décisions pour l'avenir de l'Afrique, ce sont eux qui dictent. Ce sont eux qui écrivent comment on doit faire. Mais ils leur donnent des idées qui ne servent à rien, qui ne vont pas permettre à l'Afrique d'évoluer. Et ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Toujours il y a des réunions en Éthiopie. Mais suite à ces réunions, aucune décision n'est prise. Ils prennent des décisions, mais ils ne le font pas. Ils n'avaient pas dit qu'ils allaient donner un passeport unique aux Africains. Est-ce que depuis là, ce passeport est arrivé? Rien n'est arrivé. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Tout est infiltré. Que tu dis, c'est pas mauvais, mais il faut que les Africains soient d'accord. Cela aussi peut être possible. Les Africains peuvent être d'accord, mais ce n'est pas en signant des unions, non. Chaque pays africain peut signer des accords avec son voisin et tout ça. Voilà, chaque État signe des accords avec tous les autres États pour la libre circulation des biens et des personnes. Il n'y a pas de souci. Donc, chaque pays doit être à mesure de négocier proprement son accord qui l'arrange envers l'autre pays. Ce n'est pas une union qui va signer des accords au nom de tous les pays africains. Non, quand c'est comme ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Chaque État doit être à mesure de signer ses propres accords avec n'importe quel État dans ce monde. De la manière, tu es libre de faire ton commerce avec n'importe quel État dans ce monde. Tu es libre de vendre tes marchandises à qui tu veux. Oui, tu es libre de faire venir quelqu'un dans ton pays, lui que tu veux. Mais une fois que tu es coincé dans une organisation et que cette organisation est dirigée, influencée par une autre organisation, automatiquement, ça vous pénalise. Vous qui êtes au sein de cette organisation, vous êtes mort dans le film. Et là, je vois le danger. Je veux que la Côte d'Ivoire se retire de tout ça. La Côte d'Ivoire devrait se retirer. Et cette histoire d'une idée de monnaie commune, la Côte d'Ivoire doit quitter là-dedans. Elle doit sortir du franc CFA et battre sa propre monnaie nationale. Si Guinée équatoriale l'a fait, nous, en Côte d'Ivoire, on peut le faire. Le Ghana peut le faire. Pourquoi on a peur? Depuis que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, la Côte d'Ivoire n'a jamais pris l'occasion de battre sa propre monnaie pour connaître comment on dirige une économie. C'est-à-dire une banque nationale qui base la monnaie nationale. Comment le pays, comment l'État peut diriger sa propre économie et voir comment est-ce que ça peut nous aider ou pas. Et essayons ça. Maintenant, si ça ne nous aide plus, c'est là on va chercher maintenant une monnaie commune. Depuis là qu'on a eu notre indépendance, ça fait 58 ans maintenant. On est dans une histoire de monnaie commune, aïe aïe aïe. Les Européens, avant de faire une monnaie commune, chaque État européen avait sa propre monnaie. Je dis bien chaque État européen avait sa propre monnaie. Donc eux tous, ils connaissaient comment gérer une économie. Ils connaissaient ça. Donc avec cette monnaie commune qu'ils ont créée, appelée l'euro, mais chaque État s'est assis pour négocier pour son bien-être. Et ensemble, puisqu'ils connaissaient comment gérer déjà une monnaie, alors ils ont trouvé un consensus, ils ont fait l'euro. Mais l'Angleterre a toujours refusé de rentrer dans cette histoire de monnaie commune. Vous ne voyez pas les Anglais, mais ils sont riches. Ils sont en Europe, mais ils sont très riches.
Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans cette histoire de monnaie commune. Donc, eux, ils sont libres. Et comme l'Union européenne les empêchait de négocier leurs propres intérêts, ils ont décidé de sortir de l'Union européenne. Et maintenant, comme ils veulent sortir en 2019, entre février, mars, avril, comme ça, ils vont sortir définitivement. Donc, eux, là, ils vont mener leur propre politique à part. Ils ne vont plus mener la politique au nom de l'Union européenne. Voilà pourquoi Angela Merkel, l'autre, comment elle s'appelle, Theresa May, elle part déjà en Afrique pour essayer de convaincre les autres États africains et signer d'autres accords, mais les accords propres aux Anglais et non les accords au nom de l'Union européenne. Vous avez vu Merkel, Angela Merkel, elle part là-bas pour signer. Tout le monde a l'envie de quitter maintenant cette Union européenne et chacun cherche maintenant ses alliés. Chacun cherche à signer des nouveaux accords. Angela Merkel, elle au Sénégal en ce moment, elle allait négocier pour l'Allemagne. Angela Merkel, Theresa May est partie en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elle est au Kenya. Demain, elle va partir au Nigeria. Donc, c'est la concurrence. L'Afrique est devenue un continent où tout le monde veut maintenant investir. Alors, quand c'est comme ça, on ne peut plus se jeter dans une histoire de coalition. Chaque État doit être maintenant à mesure de négocier ses propres intérêts nationaux. Parce que dans cette histoire de coalition, ces organisations sont déjà infiltrées par l'Union européenne qui ne veut pas nous voir évoluer. Et la politique que l'Union africaine nous dicte, ce n'est pas une politique qui nous arrange. Ça fait combien de temps l'Union africaine est là? Mais qu'est-ce que l'Union africaine a déjà créé pour aider les Noirs, pour aider les Africains? Rien. Ils parlent, mais ils font rien sur le terrain. Ils font rien. Au contraire, ces accords de libre-échange, de biens et tout ça, ça crée le terrorisme. Ça fait que les terroristes rentrent en Afrique n'importe comment. Parce que quand il dit je viens du Niger, mais il peut rentrer facilement en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas le contrôler, tu dis oui, ce sont les pays membres de l'Union africaine, mais ils rentrent facilement en Côte d'Ivoire, ils vont déposer des bombes. Or, ce ne sont pas des Nigériens, peut-être ce sont des djihadistes qui viennent de la Syrie, de la Libye, ils rentrent facilement, ils foutent n'importe quoi, ils foutent le bordel. Des gens, ils vont quitter au nord du Mali, de l'Azawad, des djihadistes au dernier cri, ils vont venir en Côte d'Ivoire, ils vont dire nous sommes des Maliens, on dit passez. Pourquoi? Tu ne peux pas les empêcher, parce qu'on dit libre des personnes et des biens. Et donc, ils rentrent. Oh, c'est un vrai djihadiste, c'est comme ça ils ont fait pour frapper Bassam. Mais est-ce que quand ils rentraient en Côte d'Ivoire, on avait su que non, ils ont frappé Bassam et puis ils se sont retournés calmement, sans être arrêtés à la frontière ivoirienne, entre la frontière malienne et ivoirienne. Ils n'ont pas arrêté cela, c'est au Mali là. Ils ont su que c'est ceux-là qui avaient frappé Bassam. Donc, libre circulation des personnes, ça crée le désordre en Afrique. Ça crée le désordre. Ça crée le désordre. Vous pensez que les attentats qui se passent en Europe ici, là, mais c'est ça, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les passagers, les passants et tout. Donc tu ne peux pas contrôler tout le monde, mais il y aura toujours des attentats. Voilà pourquoi les Européens ils subissent les attentats, parce que les frontières ne sont pas contrôlées. Et en Afrique, nous ne sommes pas encore bien organisés. Nous voulons aussi, on prend ce système, mais ça va déstabiliser l'Afrique dans son ensemble. Mais si on voit le désordre partout, ben c'est ça. Nous ne sommes pas, on n'a pas des appareils sophistiqués. Nous ne sommes pas bien organisés et on adopte un truc comme ça parce que l'Union européenne nous a demandé d'adopter ça. Et donc, l'Union africaine impose ça aux États africains ou bien la CEDEAO, alors on adopte. Mais est-ce que vous savez ce qui se cache derrière leur plan? Peut-être ils nous ont demandé cela pour qu'ils puissent facilement circuler les armes puissent rentrer dans n'importe quel pays, puisqu'il n'y a pas de contrôle intense à nos frontières. Donc en faisant ça, mais les armes vont rentrer facilement et ils peuvent déstabiliser n'importe quel État partout en Afrique qui se trouve au sein de la CEDEAO ou bien l'Union africaine. Donc voilà les conséquences. Alors je demande à la Côte d'Ivoire, aux autorités ivoiriennes, de revoir ces accords. De nos jours, on ne cherche plus une histoire de trucs, non, coalition. Non, il faut mener la politique ivoirienne. On peut signer des accords, mais pas des accords de tous les pays africains, non. On signe des accords personnels avec n'importe quel État dans ce monde. On peut signer des accords avec les Ghanéens, oui, on peut signer des accords avec les Indiens, les Iraniens, les Nigériens, les Camerounais, les Burkinabés, peu importe.
Mais c'est nous-mêmes, on va se décider pour dire, bon, on veut signer encore un tel État. Si on ne veut pas signer encore avec un autre État, on ne signe pas. Ce n'est pas une obligation. Mais dès que nous sommes dans une Union africaine, ou bien la CEDEAO nous oblige à signer des accords. Et si la CEDEAO est tellement liée à la France, on est obligé d'être des poulets de la France. On ne peut plus faire notre propre politique. Donc, automatiquement, quand on veut faire notre politique, si on ne veut plus obéir la politique française, c'est-à-dire la justice africaine nous sanctionne automatiquement. Vous êtes sanctionnés parce que Paris leur demande de nous sanctionner. Mais avec une telle politique, on ne peut pas avancer. Je pense qu'il faut réviser les dossiers de l'Union africaine et la CEDEAO. Ça sera très important. Nos frontières ont toujours été perméables depuis la nuit du temps. Ah mais oui, M. Kadhafi avait ça comme idée. Le résultat, c'est que les autres présidents africains l'ont abandonné. Mais oui, ils l'ont abandonné parce que l'Union africaine est influencée. Donc, une organisation qui est déjà influencée n'est plus crédible. Il faut la dissoudre. Il faut dissoudre cette histoire d'Union africaine. La Côte d'Ivoire, même pour que la guerre arrive là-bas, c'est cette Union africaine qui a permis cette guerre. Parce qu'elle était menacée aussi par Paris. Donc, une Union africaine qui ne sait même pas négocier, qui ne sait même pas apporter la paix dans un État africain. Et qui est prête à aller foutre, faire la coalition avec l'Occident pour détruire nos nations. Mais ce n'est plus une Union africaine crédible. Est-ce que l'Union africaine peut donner l'ordre à l'Union européenne d'aller bombarder un État européen? Ça, c'est inadmissible. Même dans leurs plus grands rêves, ils ne peuvent même pas oser dire ça. Toi qui vas leur dire ça, ils vont te mettre à la Cour pénale internationale. Tu ne vas même pas finir de parler, ils vont t'attraper, on dit c'est un criminel, c'est un djihadiste. Tu veux qu'on fasse la guerre dans notre État? Toi, tu es un djihadiste, voilà, ils vont t'arrêter. Mais eux, par contre, ils nous donnent des ordres pour aller nous entretuer. Eux, on nous entretue. Et on se dit, on a eu une union. Quelle union? Et cette union demande toujours l'argent au FMI, demande toujours l'argent à l'Union européenne. Mais dès lors que nos organisations demandent de l'argent, on n'est plus crédible. On n'est pas autonome. Nous ne sommes pas indépendants. Il faut dissoudre ces unions-là. Et chaque État va négocier individuellement. Signer ces accords avec n'importe quelle puissance du monde qui le voudra. Tu as quel problème avec Soro? Donc, complice des vendus. Kwame Nkrumah, mon frère, c'est histoire de Soro, tu as vu ici. Donc, elle est hypocrite. Elle chasse les Africains chez elle. Mais elle part en Afrique jusqu'à danser pour les intérêts. Ah, mais c'est ça, hein? Mon ami va dormir, tu me dis. Ce que tu dis, c'est pas mauvais. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Que les Africains n'ont qu'à arrêter de prendre leurs cadeaux en soi-disant aide financière. Excellence en nouvelle que l'exemple de Guinée équatoriale soit suivi partout dans le pays qui utilise. Ouais, tu es économiste. Je ne suis pas économiste. Non, je ne suis pas économiste. Salut l'homme. Je ne suis pas économiste, mais j'essaie de donner ma vision, vous comprenez, parce que j'ai causé quelqu'un. J'ai un ami belge qui m'a expliqué tout ça, qui m'a aussi éclairé. Vous comprenez? Parce que quand il veut faire une vidéo, il faut aussi se renseigner. Lui et moi, on a causé, il m'a donné ses idées, il m'a dit non, voici. Donc, j'ai compris. Je comprends. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui veulent sortir de l'Union européenne. Ah oui. Aujourd'hui, ils ont là menacé l'Italie qui voulait emprunter ce chemin. Ils ont menacé les Italiens et tout. Donc, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Cette histoire d'union, c'est le nouvel ordre mondial. Ils veulent constituer. Et donc, tous ceux qui se mettent dans l'union, mais ces unions seront dominées par d'autres unions. Et une fois que tous les pays africains seront dans une union, une monnaie globale, alors notre monnaie sera dominée par les Occidentaux et automatiquement, on sera leur poulain toujours comme d'habitude. Il est temps pour quitter là-dedans. On doit sortir de cette histoire d'union.
On doit sortir de cette histoire de monnaie commune. À un moment donné, il faut être mature. Un moment, parce qu'on a 50, depuis la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, ça fait 58 ans, on n'a jamais, je dis jamais, fabriqué notre propre monnaie. C'est quelqu'un d'autre qui fabrique toujours notre monnaie. Un Ivoirien ne sait même pas comment on fabrique une petite pièce d'argent. Un petit billet d'argent, il ne sait même pas comment on fabrique. Mais à un moment donné, il faut donner la chance aux citoyens ivoiriens de battre leur propre monnaie pour connaître comment on fabrique l'argent, pour connaître comment l'argent fonctionne sur les marchés internationaux, pour savoir comment on peut signer des contrats nous-mêmes avec notre propre monnaie, comment on peut utiliser des systèmes monétaires pour pouvoir être autonome, pour pouvoir être émergent. Il faut ça. Toujours dans une monnaie commune, ce n'est pas nous qui allons fabriquer, c'est d'autres qui vont fabriquer ça pour nous. Mais quand est-ce que nous allons apprendre à un moment donné à fabriquer notre propre monnaie? Ah! Quand est-ce qu'on va apprendre cela? Oui, le siège de l'UA a été construit par la Chine, mais qui domine l'UA? Mais l'UA, les ordres viennent des trucs de Bruxelles. Voilà, les ordres, tout ce que l'UA fait là, c'est Bruxelles qui prend les ordres ici. Et quand les ordres quittent ici, l'UA exécute. Donc, c'est malheureux. Mais la Guinée a sa monnaie. Ils sont arrivés où? Écoute, la Guinée-Conakry avait sa monnaie, mais vous savez, c'est la France qui avait boycotté cette monnaie. Au temps de Sékou Touré, quand il a créé la monnaie guinéenne, la France a fabriqué des faux billets pour mélanger ça à la monnaie guinéenne, pour déstabiliser la Guinée, pour dire la monnaie guinéenne n'est pas bonne. Et c'est demandé, c'est eux qui ont déstabilisé parce qu'ils savaient que la Guinée devenait autonome économiquement. Donc, il fallait déstabiliser cette monnaie guinéenne pour ne pas qu'elle ait de la valeur. Donc, partout les Guinéens partaient, on dit non, 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 votre monnaie c'est faux billet. On ne veut pas. Ils ont boycotté les Guinéens partout dans le monde. Parce que la France avait fabriqué une fausse monnaie pour introduire ça dans leur argent. Et donc, tout le monde entier pensait que leur monnaie était des faux billets. Et donc, les Guinéens ne pouvaient plus commercialiser. Ils ont eu un problème, une crise financière. Parce que tout le monde disait que non, ce sont des faux billets, ce sont des faux billets. Quel État qui va accepter des faux billets pour faire des achats, pour que tu... Ou non, ils ne pouvaient plus acheter. Donc, ils ont subi la misère. Et petit à petit, jusqu'à ils sont sortis de là. Mais il y a eu un problème. Comme ils ont dit, bon, vous avez fabriqué des faux billets avant, votre monnaie n'aura plus de valeur. Donc, voilà pourquoi ils sont dans ce pétrin. Alors, si les Guinéens sont malins, si c'est moi, ils devraient changer encore de monnaie. C'est-à-dire créer une autre monnaie pour donner une nouvelle valeur à leur monnaie et laisser cette ancienne monnaie qui avait été détruite par Paris. Voilà, c'était opération de sabotage. Donc, Mauritanie, mais tu penses que les Mauritaniens, ils évoluent, hein, mon frère? Ah oui, ils sont là construits en Mauritanie. Ils ont découvert même un gisement de pétrole, pas possible. Et puis, un gisement gazier. Donc, les Mauritaniens, ils vont évoluer, hein, il faut rester tranquille. Hein. Ils évoluent, mais tout simplement en Mauritanie, là. Les Mauritaniens blancs, ils considèrent les Mauritaniens noirs comme des esclaves, donc ils ne veulent pas les aider. Sinon, les Mauritaniens blancs, eux, ils vivent bien. Ils ne veulent pas aider les Mauritaniens noirs, c'est ça leur problème. Sinon, si c'était une histoire d'aide, ben, tous les Mauritaniens allaient bien vivre. Mais les blancs, là, ils ne veulent pas aider les noirs. Donc, voilà pourquoi les noirs, ils sont maltraités, ils sont comme des esclaves dans leur propre pays. Voilà un peu le problème. Donc, ne pense pas que la Mauritanie n'est pas riche. Est-ce que tu as déjà vu la Mauritanie pleurer une crise financière? Ils ne sont pas dans une histoire de crise financière, ils ne pleurent pas pour dire on est en misère, aidez-nous. Non, ils ne partent pas demander l'argent au FMI. Non, ils sont toujours chez eux. C'est à Côte d'Ivoire on défie le FMI. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas autonome financièrement. Va voir, demande la Mauritanie ne demande pas l'argent au FMI comme ça. Comment vois-tu l'avenir, frère? Comment vois-tu l'avenir? Moi, je pense que je vais profiter pour donner un petit conseil à nos dirigeants. Je comprends pourquoi nos dirigeants sont incapables de quitter au sein du franc CFA. Non seulement ils ont assez de milliards dans des comptes bancaires étrangers plutôt. Donc, ces comptes bancaires qui sont là-bas,
eux se disent, si jamais ils changent la monnaie, ils vont perdre beaucoup de milliards là-bas. Parce que ça va changer. Imaginons quelqu'un qui a 50 milliards à l'étranger, et du coup on change la monnaie nationale, qui n'est plus le franc CFA, mais il faudrait que aussi son compte soit réglé aussi en cette monnaie nationale. Il ne sait pas si cette monnaie nationale aura plus de valeur que le franc CFA ou moins de valeur. Donc, il pèse tout ça. Maintenant, si cette monnaie nationale qu'ils vont créer n'a pas plus de valeur que le franc CFA, alors lui aussi, ses milliards seront obligés d'abaisser. Donc, si c'était 50 milliards, il va se retrouver à être 30 milliards. Et ils ne sont pas prêts pour voir leurs 50 milliards se réduire à 30 milliards. Donc, un milliardaire de 50 milliards de Côte d'Ivoire, si on change la monnaie nationale qui est faible, il va se retrouver avec 30 milliards. Alors, ils ne sont pas prêts. Donc, du coup, ils savent que ce n'est pas une bonne monnaie. Mais ils sont là-dedans quand même parce que eux là, ils ne luttent pas pour l'intérêt général. Ils luttent pour l'intérêt personnel. Donc, ils ne se voient pas changer de monnaie pour voir les milliards diminuer. Ça, c'est un premier cas. Bon, il y a aussi d'autres. Cela ne leur dit rien. C'est-à-dire, même s'ils changent la monnaie, que leur argent qui se trouve à l'étranger réduisait, cela ne leur dit rien. Mais ils se disent, nous avons notre argent, nos comptes bancaires à l'étranger. Si on essaie de changer la monnaie, est-ce que les Européens ne vont pas nous dire que nous avons eu cet argent de façon illicite, de façon frauduleuse? Est-ce qu'ils ne vont pas mettre embargo sur notre argent? Est-ce qu'ils ne vont pas bloquer notre compte, nos comptes? Donc, du coup, ils ont peur de sortir de cette monnaie dite franc CFA dans le but de ne pas voir leur compte gelé par les Occidentaux. Donc, automatiquement, ils refusent de sortir du franc CFA. Ça, c'est le deuxième point. Donc, la solution est que nos dirigeants présents ne peuvent pas sortir du franc CFA. Laurent Gbagbo ne pouvait pas sortir du franc CFA parce que même son entourage, même si lui-même il n'avait pas de compte à l'étranger, soi-disant, ce n'est pas garanti à 100%, mais on suppose qu'il n'avait pas de compte à l'étranger. Mais son entourage, il y avait d'autres qui avaient des comptes à l'étranger. Et comme Laurent Gbagbo, il écoutait ses amis proches, il était incapable de sortir du franc CFA. Parce que s'il décidait de sortir au sein du franc CFA brusquement, alors les intérêts de ses proches allaient être menacés. Du coup, il était obligé d'obéir à la politique occidentale. Raison pour laquelle depuis 2000, quand il a pris le pouvoir, 2002, il y a eu le coup d'État qui n'a pas fonctionné. Jusqu'en 2010, il n'a pas pu battre monnaie. Si vous voyez bien, c'est lors de la dernière campagne électorale qu'il a montré un billet de la nouvelle monnaie appelée le MIR sur le terrain Robert Champrou de Makori pour dire s'il était réélu, il allait changer de monnaie. Mais avant, il n'avait pas pris les précautions de changer de monnaie. C'est vers la dernière minute, quand l'Occident a mis un embargo sur la Côte d'Ivoire, bloqué tout, médicaments, tout, c'est là qu'il voulait maintenant sortir du franc CFA. C'était déjà trop tard. Donc vous comprenez, eux tous, ils n'ont pas fait une politique pour sortir du franc CFA parce que beaucoup avaient leur compte à l'étranger et ils voyaient leur compte être menacés par les Occidentaux. Donc automatiquement, ils étaient obligés de respecter cette monnaie dite le franc CFA. Alors la solution est que le futur gouvernement qui va venir, si ce futur président qui va venir au sommet de notre nation, s'il n'a pas un compte étranger, ça c'est un. Parce que si on doit sortir du franc CFA, tu ne dois pas avoir un compte à l'étranger. Le président guinéen, il n'a pas un compte à l'étranger. La preuve en est que son fils qui avait des maisons et tout ça, la France a mis la main sur ça. On dit des biens illégaux. Ils ont mis la main sur ça. Son fils est aujourd'hui en Guinée. Son père n'avait pas un compte à l'étranger. Donc, il était tout simplement libre de changer de monnaie. Puisque les Blancs, ils ne peuvent pas, et ils vont mettre un embargo sur quoi? Ils ne vont pas bloquer son argent qui est à l'étranger. Puisque lui-même, il n'a pas d'argent à l'étranger, son argent se trouve en Guinée. Donc, les Blancs, ils sont incapables de le menacer ou bien lui faire peur pour dire, si tu sors, on va bloquer ça, on va gérer ça. C'est impossible. Parce que s'ils font l'erreur, ils seront obligés de demander aux Chinois de venir investir dans son pays. Et comme ils ne veulent pas perdre totalement le pays, ils sont obligés de laisser le président guinéen échanger la monnaie. Donc, en Côte d'Ivoire,
Pour changer cette monnaie, il faudrait que le futur président ait son compte bancaire en Côte d'Ivoire ou bien dans un autre pays africain. Ou bien s'il doit avoir un compte bancaire, qu'il envoie ça ailleurs, en dehors de l'Europe et en dehors des États-Unis. C'est-à-dire, il peut envoyer ça en Inde, il peut envoyer ça en Chine, il peut envoyer ça en Russie, mais ça dans des banques chinoises, dans des banques indiennes, dans des banques iraniennes, dans des banques russes. Ils peuvent mettre leur argent là-bas. Mais ne mettez jamais votre argent en Europe ou en Amérique. Sinon, ils vont vous menacer tout le temps. Et donc, s'ils n'ont pas leur compte bancaire dans les banques européennes et américaines, alors ils seront capables de défier l'Europe et sortir du franc CFA. Parce que l'Europe n'aura pas d'autre choix de les laisser sortir du franc CFA. Parce qu'ils ne peuvent plus les menacer pour dire si tu essaies de sortir, on va bloquer ton compte bancaire qui se trouve dans une banque suisse qui vaut au moins 50 milliards ou bien 100 milliards. Donc, ils ne pourront plus automatiquement, ce président et ses ministres auront la main libre, ou bien les mains libres pour pouvoir sortir calmement du franc CFA sans aucun problème. Mais s'ils ont leur argent là-bas, ils seront menacés. Ah, bien mal acquis. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc, voilà, moi, ma vision. Donc, il faudrait que le futur président de la République de Côte d'Ivoire, s'il n'a pas un compte à l'étranger, et qu'il vient en Côte d'Ivoire, s'il doit créer un compte bancaire à l'étranger, faut pas, il va mettre ça en Europe. Faut pas, il va mettre ça en Afrique, en Amérique. Et si vous avez peur, parce que les États africains mouillent beaucoup, mettez ça en Chine, en Russie, en Iran. Ces pays-là, si vous mettez ça là-bas, ou bien en Inde, aucun pays européen ne va les menacer pour qu'ils puissent donner votre argent à ces pays européens. Ils ne vont pas céder à leurs menaces. Alors, ils ne vont pas céder à leurs menaces. Donc, voilà où vous pouvez amener votre argent pour que cet argent puisse être protégé. Si vous amenez ça en Suisse, vous êtes mort. Si vous amenez ça en Amérique, vous êtes mort. Donc, je suis là pour vous prévenir en même temps. C'est très important. Alors, c'était l'incontournable guerre compris. L'argent africain dans les comptes en Europe n'est pas en franc CFA, mais plutôt en monnaie locale. Compris, attention à ce que tu dis concernant les choses économiques. L'économie nigérienne porte bien avec le Naira. S'il existe beaucoup de milliards du Nigeria, le Dangote, l'autonomie monétaire très importante. Les Nigériens meurent de faim avec le Naira. Kwame Nkrumah, tu dis les Nigériens meurent de faim avec... Mais tu sais combien de populations ils sont là-bas? Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais ils sont riches. Ils sont à les yeux au Nigeria. Les riches sont au Nigeria. Peut-être le gouvernement ne partage pas bien l'argent, mais ils sont bien riches. Ils sont bien riches, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Derrière les États-Unis viennent les Nigériens. Ils sont nombreux en Afrique. Ils ont une forte population en Afrique. Dans tous les pays africains, ce sont les Nigériens qui sont nombreux. Donc, il faut comprendre qu'avec leur économie, ils sont aussi nombreux. Ils sont nombreux. Et ce n'est pas facile. Et il y a aussi la guerre là-bas. Boko Haram les fatigue. Boko Haram les fatigue. Donc, ils sont obligés d'investir dans la guerre aussi pour faire la guerre chaque fois à Boko Haram. Donc, il faut comprendre. Sinon, s'il n'y avait pas de Boko Haram, s'il n'y avait aucune guerre là-bas, mais ils allaient vraiment développer. Allez-y au Nigeria, les immeubles qui sont là-bas. Mais c'est un pays qui a été bien construit. C'est un pays qui... Mais ils sont nombreux aussi, il faut comprendre. Il faut comprendre, ils sont bien nombreux. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Venez en France. Ils ont l'euro. Mais ils sont pas trop nombreux, mais venez dans les rues de la France. Les gens qui sont là-bas, qui sont couchés, qui n'ont rien, qui pleurent, qui meurent de faim. Mais si le Nigeria avait en son sein 65 millions d'habitants, mais tous les Nigériens allaient être des milliardaires. Ah oui. Mais aujourd'hui, le Nigeria, si ce n'est pas 200 millions d'habitants, ou bien 250 à 260 millions d'habitants, ce n'est pas petit, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Porte-toi bien bas. Voilà, le problème n'est pas le nombre ni la monnaie. C'est la bonne gouvernance. Commençons d'abord par travailler au lieu de se tuer en nous pour les politiciens.
et créer des richesses. Ensuite, on peut avoir une monnaie autonome. Mais Yao Jules, tu sais pas que c'est en créant la monnaie nationale, une monnaie autonome, qu'on pourra créer des banques indépendantes qui aideront par la suite la population à pouvoir financer ces trucs. Vous pensez que les banques de la Côte d'Ivoire sont là? Non, ce ne sont pas les banques ivoiriennes, ce sont les banques étrangères. Nous n'avons pas notre propre monnaie, donc nous suivons la politique européenne qui nous dicte une autre politique. Or, si nous avons une monnaie autonome avec la forte richesse de la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire pourra créer des banques qui vont s'occuper du peuple ivoirien. C'est-à-dire, si un Ivoirien a des projets, il met son projet sur papier et il peut avoir une banque qui sera là pour les paysans. On peut créer une banque des paysans, une banque des chômeurs, une banque. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut créer des différentes banques. Donc, quand tu as un problème, tu pars, tu fais ton projet, tu vas leur soumettre ça. Ils vont te prêter une somme, tu travailles et tu leur rembourses. Petit à petit, chaque mois, tu payes une partie de ton crédit jusqu'à peut-être dans 10 ans, 5 ans, 8 ans, et tu vas finir de payer ton crédit. Et comme ça, ils vont aider tous les citoyens ivoiriens. Mais si nous n'avons pas une monnaie autonome et nous n'avons pas de banque nationale, on ne pourra jamais faire ça. Vous pensez qu'allez-y travailler, on travaille comment? Nous qui sommes en Europe, oui, on peut travailler. Mais un Africain, tu n'as pas les moyens, tu fais comment pour travailler? Tu t'en vas demander travail, on ne te donne pas de travail. Et puis tu vas travailler comment? Quand vous dites ils n'ont qu'à aller travailler là, des gens ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont partis à l'école, ils ont fini avec des diplômes, mais ils sont assis, ils jettent cabine. Mais ceux-là, vous pensez qu'ils ne veulent pas travailler? Mais ils veulent bel et bien travailler. Ils ont des projets, mais il n'y a pas de fonds pour les aider. En Europe, ici, il y a des fonds, on aide les citoyens européens. Quand tu veux faire ta chose, les banques te financent et tu fais ton projet. Mais tu dois le rembourser. Même pour payer une maison ici en Europe, là, les banques te financent, tu payes ton appartement et quand tu travailles, tu rembourses un peu. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça existe? Est-ce que quelqu'un qui travaille, est-ce qu'une banque peut lui donner un prêt pour qu'il s'achète un petit appartement? Non. Ça n'existe pas. Comment vous voulez que des gens aient leur propre domicile? Comment vous voulez que les gens travaillent? Non, ils ne peuvent pas travailler. Il faut être créatif, mais quand tu crées là, il faut un financement. Il y a aujourd'hui, quand tu parles, il faut raisonner. Quand tu crées là, toi, par exemple, tu es créatif, tu crées des choses. Si tu n'as pas l'argent, tu vas aller où avec tes créations? Tu vas aller où? Mais tu vas avoir ta connaissance. Voilà un qui avait découvert un logiciel en Côte d'Ivoire, qui a été dans un salon en Suisse, et qu'on dit que c'était un logiciel le plus puissant, un virus. Mais il a demandé l'aide. En Côte d'Ivoire, ils ne lui ont pas donné l'aide. Mais après, il est mort. Il est tombé malade, il est mort. Voilà un Ivoirien qui crée téléphone avec sa connaissance, mais il a demandé de l'aide pour qu'il puisse créer une usine de fabrication de téléphones. Ils ne lui ont pas donné. Donc, il connaît. Il a la connaissance, mais il ne va rien faire avec cette connaissance parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand tu dis on a la terre, l'eau là, tu penses que c'est tout le monde qui a la terre? Ou bien c'est tout le monde qui veut travailler en brousse? Toi, est-ce que tu es une fois parti travailler dans un champ de cacao? Mais attendez, si tout le monde voulait travailler dans un champ de cacao, qui allait gouverner le pays? Qui allait enseigner les gens? Qui allait être militaire? Qui allait surveiller le pays? Qui allait travailler dans le bureau? Donc tout le monde n'est pas fait pour travailler au champ. Tu allais à l'école, ce n'est pas pour devenir paysan, pour faire les travaux champêtres. Tu allais à l'école, tu as appris, ils t'ont mis à l'école, tu as eu des diplômes. C'est pour apporter la technologie à ton pays. C'est pour apporter ton savoir-faire à ton pays. Ce n'est pas pour aller encore rester en brousse. Si c'était le cas, pourquoi, dès ton bas âge, ils ne t'ont pas montré comment on lance la machette? Non, il y a ceux qui travaillent dans les brousses et ceux qui sont allés à l'école, qui doivent apporter quelque chose d'autre en dehors des travaux champêtres. Pourquoi quand on vous parle, non, il y a champ. Attendez, les Européens, ils ne se sont pas basés sur des champs pour se développer quand même. Eux là, c'est la tête, c'est la technologie. On parle de la technologie et vous parlez de champs. Mais champ là où on peut faire le champ
au moment où on a la technologie, on peut payer, on peut fabriquer des machines pour aider nos parents qui sont dans le village. Avec les machines, on peut bien travailler dans les champs. Les Chinois, vous pensez qu'ils sont autosuffisants? Pourquoi? Parce qu'ils ont la technologie, eux tous, ils cultivent, mais à travers des machines. Ils ne prennent pas des machettes pour lancer, comme de la manière on fait ça en Afrique. Ils sont en avance. Donc, quand vous parlez, a-t-on besoin d'importer le riz? Mais toi, tu penses que ton riz que tu sèmes au pays là-bas, là, c'est ça qui va nourrir tous les Ivoiriens? Mais toi, ton riz que tu sèmes au pays là, c'est ça qui va nourrir tous les Ivoiriens. Tu as fait combien d'hectares? Tu as combien de machines? Combien d'hectares? Si tu as ta femme, elle peut cultiver combien d'hectares de riz? Un hectare déjà là, c'est tout un problème pour une femme. Qui va s'abaisser, faire truc, enlever les herbes, s'aimer le riz. Vous pensez que c'est petit à faire? Or, s'il y a des machines, c'est facile. Tu peux taper 20 hectares et puis il n'y a aucun souci. Tu peux te taper 20 hectares, 40 hectares et puis il n'y a rien. Les Chinois là, ils sèment le riz beaucoup parce qu'ils ont des machines. Un seul Chinois, il peut cultiver au moins 200 hectares et puis il n'y a rien parce qu'il y a des machines pour travailler dans ces hectares. Mais nos femmes et tout ça, travailler dans des hectares, non, c'est impossible, c'est pas facile. Et le soleil est ardent. Je dis bien, le soleil est ardent. Ça y est, au zénith, tu dois aller désherber ton champ. Il y a des reptiles qui piquent les... Vous pensez que c'est petit à faire? Aussi, il y a des machines, tu vas éviter les piqûres des reptiles, tu vas éviter le ressenti du soleil, tu vas éviter beaucoup de choses et ça va aller vite et on va s'auto-suffire. On va produire beaucoup pour manger mieux et garantir l'autosuffisance alimentaire. Mais si il n'y a pas de machines, mais pour avoir les machines, il faut avoir des scientifiques, la technologie. Mais ça nous manque. Mais il y a beaucoup qui connaissent la technologie en Afrique, mais il n'y a pas moyen de financement, il n'y a pas de banques pour les financer, pour apporter leur savoir-faire. Or, en Europe, il y a des banques pour financer cela. Tu peux créer ta boîte et monter ta société à l'aide du financement du gouvernement. Et tu rembourses petit à petit. Et là aussi, tu prends une autre équipe pour former. Propose des solutions alors. Les Américains, les Russes sont basés sur l'agriculture pour se développer. Oui, mais l'agriculture avec la technologie, c'est à l'aide des machines. C'est à l'aide des machines qui font l'agriculture. Mais nous, en Afrique, ce qui nous tue, on a une bonne terre, mais on n'a pas de machines. Nous n'avons pas de machines. Les machines, on nous manque. Et des gens, ils partent en brousse. Après, le soleil les tue. Par lui les tue, ils meurent. 40 ans, 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se fatiguent en train de cultiver la terre. Le sable rentre dans tes yeux. Tu n'es même pas encore âgé, tu es déjà aveugle. Mais tout ça, on parle de ça. Et vous êtes Yachan. Depuis combien d'années, depuis combien de temps nos parents ils travaillent dans les champs? Mais rien n'avance. C'est parce qu'il nous manque la technologie. Parce que quand tu as la technologie, tu peux travailler le champ autant de fois que tu voudras. Tu peux nourrir ta population et même tu peux exporter. Non. Tu peux nourrir ton pays, ton peuple et exporter d'autres marchandises. Nous, on importe seulement, on importe. On ne peut même pas exporter. Parce que le problème, nous n'avons pas de machines pour avoir une grande production au sein de nos États. Le CFA qui est une monnaie régionale n'est pas convertible. Ce n'est les microéconomies qui ne sont. Oh, mon frère, le CFA n'est pas convertible parce que c'est Paris qui a mis ce système pour qu'ils puissent seuls contrôler ces États économiquement. Parce que si c'est convertible, on ne peut plus acheter seulement nos matériels avec Paris. On sera obligé d'acheter ça partout dans le monde. Commercialiser avec qui on veut. Or, la France, on ne veut pas qu'on commercialise avec n'importe qui. Donc, ils ont trouvé un système pour ne pas que le franc CFA soit convertible partout dans le monde. Il n'y a que Paris qui peut convertir le franc CFA. Donc, si tu vends tes marchandises en Chine, la Chine va donner l'argent à la France. Et la France, maintenant, la Chine va donner ton argent à la France en dollars. Et la France, maintenant,
va convertir ça en francs CFA pour te donner ça en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Donc la France sait ce que tu allais acheter dans la main des Chinois. Donc automatiquement, ils vont te... Et s'ils ne veulent pas que ce que tu as acheté dans les mains des Chinois, ils vont mettre un embargo sur toi, tout de suite, pour dire non, 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 ça c'est dangereux, on ne veut pas voir ça dans ton pays. Et là, tu as coincé. Voilà pourquoi est-ce que le Nigeria ne commercialise pas partout. Le Nigeria commercialise avec n'importe quel pays qu'il veut parce que c'est leur propre monnaie. Et leur monnaie est convertible partout dans le monde. Donc, ils font le business avec n'importe qui qu'ils veulent. Le Rwanda, n'est-ce pas? Mais le Rwanda, c'est leur monnaie, le dollar rwandais est convertible partout. Ils font leur business partout parce qu'ils ont leur propre monnaie. Les Ghanéens, idem. Ils convertissent leur monnaie partout. Donc, ils font leur business partout. Ils s'en vont acheter partout. Pourquoi nous? Et puis, tu dis, c'est une monnaie. Mais de la manière, vous voyez l'euro là. L'euro n'est pas une monnaie internationale. C'est une monnaie interne européenne. Donc, l'euro, on ne peut pas utiliser l'euro pour faire des achats sur le marché international. Or, le franc CFA est garanti par l'euro. Donc, voilà le problème. Non, si l'euro même qui est le grand frère du franc CFA, qui n'est pas une monnaie internationale, on ne peut pas prendre l'euro pour commercialiser, pour faire du commerce extérieur. L'euro, on utilise l'euro pour faire le commerce intérieur entre pays européens, membres de l'Union européenne. Mais dès lors que tu n'es pas dans l'Union européenne, tu ne peux pas prendre l'euro pour aller faire des achats. Donc c'est une monnaie interne. Or, cette monnaie est incapable de faire une commerce internationale. Or, c'est cette monnaie qui est le grand frère du franc CFA. Donc, automatiquement, le franc CFA est bloqué. Et donc, le franc CFA se base, se repose sur l'euro. Donc, automatiquement, nous aussi, on ne peut pas faire des commerces internationaux. Donc, vous comprenez, on est bloqué. Et c'est Paris seul qui peut convertir notre monnaie, le franc CFA. Or, le Ghana n'a pas besoin de Paris. Le Nigeria n'a pas besoin de Paris. Le Rwanda n'a pas besoin de Paris. Et donc, quand vous voyez ces pays commencent à émerger. Ces pays commencent à émerger. L'Algérie n'a pas besoin de Paris. Le Maroc n'a pas besoin de Paris. Et quand vous voyez ces pays émergent. De la manière, la Libye n'avait pas besoin de Paris pour faire son commerce. Mais la Libye était l'un des pays émergents. Malheureusement, ils sont allés détruire ça. Donc, quand tu as ta propre monnaie, cela te permet de commercialiser avec n'importe qui dans le monde. Le Nigeria est un gros marché, 300 millions. Donc le Rwanda, tu me dis quoi? Le Rwanda, comme c'est un petit pays, il y a quoi dans le sous-sol rwandais? Mais va voir au Rwanda. Va voir au Rwanda. Or, dans le sous-sol ivoirien, nous sommes beaucoup riches par rapport au Rwanda. Je vais te dire, la cola là, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cola. C'est qu'on prend pour faire Coca-Cola, le jus là. Nous sommes premier pays producteur. Le cacao, premier. L'anacade, premier. Poisson, thon. C'est-à-dire, dans le monde, là, nous occupons le 5e rang. Or, le thon, là, c'est un bon poisson. C'est vendu cher sur le marché international. Le café, nous occupons le 5e rang. En dehors de ça, nous avons d'autres économies. Nous avons des ressources minières. Par exemple, on a un peu de pétrole. Nous avons un peu d'or. On a le diamant. On a le fer. Donc, tout ça, là, si on crée notre monnaie, on peut être fort. Et n'oublions pas, au sein de la CEDEAO, de la BCEAO, nous occupons la grande place. C'est nous qui finançons beaucoup là-bas. C'est nous. Donc, si on crée notre propre... Ce sont bêtises-là qui font que l'Ivoirien a peur de créer sa propre monnaie. La Tunisie, là, produit quoi? Tunisie produit quoi? Les Tunisiens, ils ont quoi dans les sous-sols? Ils vivent du tourisme, mais ils ont leur propre monnaie, s'il vous plaît. La Mauritanie produit quoi si ce n'est pas la pêche? Ils ont leur propre monnaie. Mais hier, ils faisaient partie du franc CFA. La Guinée équatoriale vient de sortir du franc CFA. Entre la Guinée équatoriale et l'économie ivoirienne, laquelle des deux économies qui est forte? Si une économie devrait être forte, mais c'est l'économie ivoirienne. Mais eux, ils n'ont pas regardé ça. Avec leur pétrole qu'ils ont, mais ils ont créé leur propre monnaie. Vous comprenez? Donc, il y a des pays qui veulent. Le Cameroun qui veut sortir du franc CFA. Entre l'économie camerounaise et celle de la Côte d'Ivoire, entre les deux, lequel des pays a une forte économie, mais c'est la Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun veut sortir du franc CFA. Et nous, en Côte d'Ivoire, on est là, non, mais arrêtons, cap vers là, entre l'économie capverdienne et l'économie ivoirienne. C'est laquelle des économies qui est la forte? Mais n'est-ce pas?
la Côte d'Ivoire, mais le Cap-Vert n'a pas tendu à sortir du franc CFA. Mais les Cap-Verdiens, ils vivent bien. Va au Cap-Vert, tu seras heureux. Ce sont des gens qui vivent bien. Donc, toujours, au lieu de sortir, au lieu de prendre des décisions dans notre économie, mais arrêtons ça quand même. Depuis, on a 58 ans aujourd'hui. Indépendant de la Côte d'Ivoire, ça fait 58 ans. On ne sait même pas fabriquer une petite monnaie. Quand on parle de ça, tout le monde a peur. On ne peut même pas rien faire. Et puis on est là. Pendant ce temps, tous les autres pays prennent des décisions. Il n'y a que les Ivoiriens qui sont là, qui tremblent, qui sont là. Non. Si on sort de là, qu'est-ce que notre économie n'est pas forte. Mais Tunisie, la Mauritanie, Guinée, Cap-Vert, tous ceux-là, leur économie sont fortes. Le Ghana même là, le Ghana en Côte d'Ivoire, qui est à côté, ils n'ont pas leur économie. Leurs ressources minières est pour nous là. Quelle ressource qui est forte? Mais c'est pour nous. Tu cites des pays pauvres. Je suis contre les Français. On va mettre ça. Le travail et bonne gouvernance. Nous, on passe le temps de se battre. Comment pouvons-nous avancer? Donc, je pense que j'en ai déjà développé. Donc, je vais interrompre ma vidéo. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive toute l'Afrique. On est ensemble. Ciao. C'était moi.